Président, j'ai reçu de M. Christian Jacob et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 5 du règlement. La parole est à M. Jean-Charles Taugourdeau. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, avant toute chose, je veux vous dire que le groupe UMP a un profond respect pour toutes ces femmes et ces hommes qui ont vu leurs usines fermer à cause de problèmes de gestion, parfois de défaut de gestion et parfois d'excès de gestion, comme par exemple avec les fonds de pension. Les problèmes aux identités multiples, on va vous dire ça. Problèmes aux identités multiples, qui peuvent être extinction ou carence de marché, comme par exemple on a fermé des usines à une époque parce qu'elles fabriquaient des tubes cathodiques pour les télévisions, pour cause de principes politiques. Fessenheim, Monsieur le Ministre, d'ailleurs, avez-vous trouvé un repreneur puisque l'économie nucléaire, l'industrie nucléaire française, l'énergie nucléaire française est multisite et Fessenheim aujourd'hui est un site rentable. Donc avez-vous trouvé un repreneur à Fessenheim? Il y a aussi à cause de coût du travail, l'exemple de notre industrie automobile, pour cause de code du travail, et là je vous fais grâce de tous les freins à l'embauche. Monsieur Germain, pour cause aussi de code de l'environnement, puisqu'il y a même des endroits où on ne peut plus construire l'usine, ce qui finira d'ailleurs par rendre obsolète notre code du travail en France, quand on ne pourra plus travailler. Et nous ne parlons jamais du travail non créé, des emplois qui ne restent qu'à l'état de rêve, parce que pendant les 40 dernières années, vous avez dit 30, Monsieur le Ministre, moi je dirais 40, nous avons détruit notre économie de production en légiférant à l'excès, sans penser, sans réaliser que la surprotection de l'emploi a tué le travail. Alors oui, il est temps de transformer notre modèle économique et social, mais cessez de faire croire que votre texte va changer quelque chose et aurait empêché la fermeture de Florange. Et pourquoi? Parce que votre texte n'est pas dans la réalité. Je ne cesse de le dire, mais je crois qu'avec cette proposition de loi, nous avons atteint des sommets. Et ce ne sont pas que des problèmes financiers, Madame la rapporteure. D'après les textes qui nous sont présentés depuis le début de la semaine, nous aurions pu croire que le fil rouge de nos discussions serait la simplification. Effectivement, lundi, nous étudions le projet de loi habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens. Bon. Ce matin même, en commission des affaires économiques, nous avons examiné le projet de loi habilitant le gouvernement à prendre diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie d'entreprise. Bon. Choc de simplification, voilà la belle expression dénichée par les communicants de la majorité pour faire croire aux Français, aux entrepreneurs, que leur vie sera plus simple. Je rappelle tout de même que les ordonnances vont s'étaler sur 2 à 3 ans. Comment peut-on laisser penser cela aux Français, alors que vos textes n'évoquent la simplification que dans leurs intitulés? Et cette proposition de loi illustre parfaitement mes propos. Ce texte est en totale incohérence avec les annonces faites par le Président de la République lors des assises de l'entrepreneuriat en avril dernier, qui visaient à rassurer les entrepreneurs. Mais le naturel revenant au galop, ce texte propose de nouvelles contraintes administratives qui, une nouvelle fois, décourageront nos entreprises. Pire que les décourager, il stigmatise les chefs d'entreprise. Qui peut penser une seule seconde qu'un chef d'entreprise aurait tout intérêt à laisser mourir un de ses sites, qui plus est rentable? Soyons sérieux. Un chef d'entreprise, c'est une personne qui prend des risques tous les jours et qui a tout à perdre. Bien sûr, mes chers collègues, si vous prenez comme référence universelle les entreprises du CAC 40, vous ne pouvez pas comprendre de quoi je parle. Moi, je parle de ces entrepreneurs qui commencent petits, qui accompagnent et font grandir leur entreprise en donnant de leur temps, de leur énergie et en hypothéquant souvent leurs deniers personnels. Je parle de ces commerçants, de ces très petites entreprises, de ces artisans, vous savez, ceux qui étaient dans la rue vendredi pour se faire entendre, mais qui n'ont ému personne. Bien sûr que si, c'est le sujet. Alors effectivement, dans ce texte, vous allez me dire qu'ils ne sont pas concernés, car vous ne ciblez que les entreprises de plus de 1000 salariés. Mais votre texte, même s'il ne touchera pas toutes les entreprises françaises, dénote un véritable climat de méfiance à l'encontre de tous les entrepreneurs français. Et tous ressentiront votre signal, votre état d'esprit. Quel entrepreneur français, demain, aura intérêt à passer la barre des 1000 salariés alors que même
alors même qu'on manque de TI. Soyez rassurés, ce n'est pas parce que je n'ai pas déposé des amendements en nombre autour de ce chiffre que votre seuil ne m'a pas échappé. J'aurais pu déposer 100 000 amendements, parce que pourquoi pas à partir de 100 000 salariés, les entreprises visées. Alors c'est vraiment hallucinant d'avoir prévu dans le texte initial un niveau de sanction pour les chefs d'entreprise qui ne respecteraient pas la procédure de recherche de repreneurs jusqu'à 20 fois le montant du SMIC par emploi supprimé. N'est-ce pas disproportionné ? Et un ministre qui ne répond pas aux courriers des chefs d'entreprise et ou aux questions écrites des députés, quand et comment le sanctionne-t-on ? Le gouvernement et la majorité sont-ils arrivés au point de croire que les offres vont tomber du ciel dès lors que le site est rentable et que le dirigeant devra alors accepter un repreneur ? Cette utopie ne remplacera pas une véritable politique industrielle structurante et compétitive. Ce n'est pas en raisonnant et en légiférant en fonction de l'actualité que l'on va donner un nouveau modèle économique à la France. Depuis que l'on a privilégié la protection sociale qui, petit à petit, au fil des années, alourdit le coût du travail, on a détruit le travail de production, celui qui crée les richesses. On a laissé croire qu'une économie de service allait créer de l'emploi. Oui, elle crée de l'emploi, mais seulement dans un deuxième temps, seulement à condition que l'on ait des richesses pour se payer les services. Moi, je vous ai écouté sans rien dire. C'est l'économie de production qu'il faut à la base. C'est cela qui nous manque aujourd'hui. Là-dessus, on pourrait se rejoindre. Ce n'est pas en légiférant à chaque fois qu'on lit le journal le matin qu'on va redonner une économie de production à la France. Votre texte n'ajoutera rien, ne réglera rien. Si, pardon, il ajoutera une nouvelle couche à la complexité à travailler qui existe aujourd'hui. Osons dire les choses. Aujourd'hui, en France, il est plus difficile de travailler plutôt que de ne rien faire. C'est cela qu'il faut inverser, lentement mais sûrement. Et pourquoi lentement ? Pour ne pas briser le cycle économique actuel, aussi faible soit-il. Il faut qu'on laisse travailler ceux qui sont à leur compte. Il faut qu'on les accompagne d'abord et qu'on les contrôle ensuite. Il nous faut, au contraire, revisiter complètement l'environnement de nos entreprises, l'environnement fiscal, l'environnement social, l'environnement réglementaire, l'environnement normatif. Il faut que nous libérions toutes ces énergies qui sont prêtes à travailler. En n'oublions pas, Monsieur Germain, qu'au bout du compte, la surprotection de l'emploi a tué le travail. La meilleure, vraiment la meilleure des aides sociales, la meilleure des actions sociales est de permettre à tout le monde de travailler. Plus ou moins en fonction de leur capacité, mais de travailler. Et le dicton populaire qui dit que le travail c'est la santé est plus que d'actualité, car tous ces gens qui voient leur usine fermer en perdent, et qui perdent leur travail finissent par perdre leur santé. Et cela, votre majorité ne l'a pas compris. Au contraire, elle tente de masquer son bilan catastrophique en matière industrielle. Doit-on le rappeler ? Et vous allez voir, attendez la suite. Doit-on le rappeler, en 2012, quelques 266 usines auraient disparu quand seulement 166 auraient été créées, selon la société de veille économique Trindéo. Au total, le rythme de fermeture se serait ainsi accéléré de 42%. Voilà le vrai problème. Il est devenu, et j'ai bien dit, depuis 40 ans, avec un système qui s'est implanté, il est devenu impossible de créer du travail en France. Il est même devenu impossible de maintenir du travail en France. Voilà la réalité de l'économie que vous voulez faire passer pour des perspectives d'économie réelles. Et c'est vrai, Monsieur le Ministre, que tout ce que vous venez de dire pourrait faire rêver, voire nous séduire. Alors je vais vous livrer un exemple de réalité économique. Plongeons quelques instants dans le dossier concret d'une entreprise. Parce que c'est ça la réalité de l'économie, ce n'est pas d'ajouter des textes législatifs, c'est d'essayer aussi de régler les problèmes. Alors vous avez le dirigeant de l'entreprise Adeneo qui écrit à Monsieur le ministre du Redressement productif le 18 octobre 2012. Je me permets de me tourner vers vous afin de pouvoir obtenir de l'aide rapidement. J'ai créé il y a maintenant 4 ans le groupe Adeneo, via un LBO de 7 ans. Les sociétés du groupe, que sont Adeneo, Adeneo La Toiture, Adeneo L'Atelier, dont les sièges sociaux sont respectivement basés sur Angers et Saumur, département 49, exercent des activités de couvreurs et d'ornementistes. Elles emploient 130 salariés sur 3 sites pour un chiffre d'affaires consolidé de 11 millions d'euros. Le groupe Adeneo intervient ainsi sur les chantiers les plus prestigieux concernant le patrimoine régional, national, voire mondial. Hôtel Pincé Angers, Abbaye de Fontevraud, Château de Versailles, Château de Chenonceau, Cathédrale de Rouen, Cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France, le Bon Marché à Paris, l'ambassade de France à Stockholm, et est l'un des derniers ardoisiers ornemanistes disposant du savoir-faire nécessaire à de tels travaux. Nous avons sollicité lors du dépôt de notre liasse fiscale pour l'exercice clos le 31 août 2010 un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, le CIMA, le fameux CIMA, pour un montant de 340 638 €.
Nous avons également sollicité par dépôt le 23 novembre 2011 une liasse fiscale rectificative pour l'exercice clos le 31 août 2008, un CIMA pour un montant de 159 362 €. Cette demande se fondait sur les dispositions de l'article 244 quater O du Code général des impôts. Alors je vous passe un certain nombre de choses. Depuis maintenant 2 ans, j'ai bien dit 2 ans, parce qu'on a un système qui est implanté en France et en principe, ce sont les élus qui sont aux manettes. Donc, s'il y a des choses qu'on n'a pas réussi à faire, ça ne vous excuse pas d'échouer aussi. Parce que, oui, puisque de toute façon, vous avez été élu en disant que vous alliez réenchanter le rêve et que vous réussiriez tout ce que vous entreprendrez. Alors, donc, depuis maintenant 2 ans, oui, mais attendez, c'est là que ça se corse. Depuis maintenant 2 ans, l'administration, la DIRCOFI, contient que seuls seraient éligibles au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art les activités de création de biens meubles corporels nouveaux, et que les produits et les objets évoqués par le texte ne peuvent être que des biens meubles corporels. Il convient de noter que la définition des mots produits et objets retenus par l'administration est très différente de celle des dictionnaires, et même de celle du législateur, puisque ça a produit un amendement dans la loi de finances rectificative pour 2012, du 29 novembre 2012, présenté par M. Thévenoud et Mme Delga, où il demande à ce que les mots... Non mais, vous connaissez les amendements rédactionnels, on en a fait quelques-uns ce matin. Les mots « nouveaux produits » sont remplacés par les mots « ouvrages », ce qui donne la possibilité aujourd'hui à cette entreprise de toucher son fameux CIMA. Non mais attendez, c'est donc en ajoutant une condition que le texte n'exige pas et en restreignant la définition des mots utilisés par le législateur que l'administration entend limiter son application aux seuls biens meubles corporels. Autrement dit, Monsieur le Ministre, le Président de la République dit crédit d'impôt et il y a toujours un service de chez vous qui cherche tous les moyens pour ne rien verser. Alors, je continue, je vous passe certains détails. Entre parenthèses, je vous signale qu'il y a eu de nombreuses questions écrites de parlementaires qui sont restées sans réponse, y compris en janvier 2012. Bon, on était dans une période de campagne électorale. En mars 2012, par M. Dassault, M. Lagarde, sur le CIMA, la difficulté des artisans à toucher le CIMA. M. Gosselin, le 13 mars. M. Claude Barthelone, le 3 avril, qui pose une question écrite. Non, je vous dis ça parce que toutes ces questions écrites sont restées sans réponse. Avant et après. Avant et après. Un réquisitoire contre le système. Mais le système, aujourd'hui, c'est vous qui le pilotez. Alors, moi, je défends la cause, à ce niveau-là, des chefs d'entreprise. Et vous avez septembre 2012, et pour terminer, en juillet 2013, une question écrite posée par moi-même. Je n'ai pas eu de réponse. Autre point extrêmement inquiétant, c'est que les organismes de crédit client, comme l'ancienne SFAC, a déjà décoté l'entreprise et oblige donc de ce fait à régler des fournisseurs à la commande. Et puis une nouvelle décote de la Banque de France dira aux concurrents, à l'ensemble des établissements financiers, que la situation est critique. Alors cette société... Attendez, là, je crois que vous n'avez pas bien suivi parce que, effectivement, ce n'est pas Madame le rapporteur, ce n'est pas mon raisonnement, c'est la lettre du chef d'entreprise à Monsieur le ministre du redressement productif. Bon, alors la société Adénéo La Toiture se permet de se tourner vers vous en dernier recours. Ça, c'était le 18 octobre 2012. Dans la mesure où elle ne dispose pas de voie judiciaire. Non, mais vous allez voir pourquoi je dis tout ça, parce que ça concerne à peu près tout ce que vous avez fait voter. Dans la mesure où elle ne dispose pas de voie judiciaire lui permettant qu'il soit statué sur son éligibilité au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art avant un délai d'au moins 3 ans, évidemment incompatible avec les décisions à prendre dans les semaines à venir. Alors quand j'ai entendu M. Hérault dire que le silence de l'administration vaudra acceptation, là je le souhaite, mais les chefs d'entreprise ne s'amusent pas du tout. Je sollicite donc un entretien avec vous, Monsieur le ministre. Voilà. Donc ça amène une réponse de Monsieur le ministre quand même, 2 mois après. Il a répondu. Il a répondu que malheureusement les contraintes de l'emploi du temps, il ne pourrait pas recevoir le chef d'entreprise. Toutefois, ce sujet entrant dans le champ des compétences du ministère délégué chargé du budget,
Le ministre m'a chargé, c'est le chef de cabinet qui répond, m'a chargé de transmettre votre demande au cabinet de M. Jérôme Cahuzac en le priant de l'étudier et de vous tenir directement informé de la suite qui pourra être réservée à cette démarche. Alors je comprends qu'il y ait pu y avoir des flottements pendant 3-4 mois au ministère du Budget, mais sur ce, Monsieur le ministre, j'ai une note de la DGCIS du 10 juin 2013 qui vous donne, pour faire court, qui vous présente l'entreprise Adénéo, qui présente la situation financière du groupe, qui explique qu'elle a un carnet de commandes plein de 10 millions d'euros, qui explique que le besoin de trésorerie immédiat s'élève à 1 million d'euros, qui explique les raisons pour lesquelles le CIMAN a été rejeté en première demande, qui vous explique aussi que l'entreprise est en redressement judiciaire, risquer le dépôt de bilan. Et moi, je vous dis qu'elle est en redressement judiciaire depuis le 1er août et que si elle a un autre incident de paiement, ce sera une liquidation judiciaire. Tout ça, on en a parlé aussi ce matin. Recours devant le tribunal administratif et les perspectives. Et dans les financements à court terme, la DGCIS explique clairement qu'on peut analyser les options possibles pour apporter une aide rapide à la société Adénéo, recours au CIRI, à la BPI, aide pour la réalisation d'activités à l'exportation notamment, afin de préserver l'activité et le licenciement des 130 salariés, activer le traitement de la demande de CIMA, etc., etc. Alors, Monsieur le Ministre, là-dessus, c'est bien ce que vous expliquez, c'est bien ce que vous avez dit à la fin, Monsieur le Président de la Commission, dans vos propos. Vous agissez. Vous lamentez pas, vous agissez. Eh bien, Monsieur le Ministre, on n'attend plus que la décision politique pour cet établissement. Vous avez une très belle occasion de sauver cette entreprise si vous lui donnez son CIMA. Ça, c'est clair. Alors voilà la réalité. Pourquoi j'ai donné un exemple? C'est parce que vouloir dire qu'on va empêcher la fermeture des sites et faire rêver les salariés, c'est voilà la réalité de l'économie. C'est ça. Et c'est multiplié par des dizaines de milliers de cas qui, au bout du compte, font quelques millions de chômeurs. On laisse les chefs d'entreprise se débrouiller avec le système. On ignore les chefs d'entreprise. Ils se perdent dans la complexité de notre système. Cela pourrait ressembler à du mépris, mais c'est parce qu'on refuse de reconnaître que ce sont eux qui financent tout notre système, notre société française, y compris le fonctionnement de notre bonne assemblée, y compris le fonctionnement du palais de l'Élysée, et y compris le fonctionnement de nos beaux ministères. Et tout cela pour vous dire qu'en fin de compte, cela ne sert à rien d'inventer de nouveaux process. Vous n'êtes déjà pas capable de faire fonctionner ce qui existe. Faites simple, faites fonctionner ce qui existe. Tout cela pour vous dire que vos effets d'annonce, crédit d'impôt ne dupent personne et votre texte sera pareil. Et comment allez-vous déterminer la rentabilité d'un site? La vraie bonne solution peut être de créer dans la loi la possibilité d'instaurer un moratoire, permettre aux banques de se réassurer, un moratoire pour les organismes financiers, pour les sociétés d'affacturage, permettre aux banques de se réassurer, parce qu'il y a d'autres contraintes. Quand vous êtes face aux banques, ce n'est pas le même discours. Le système est complexe, mais c'est de dire aux chefs d'entreprise, vous avez des difficultés, vous voulez un repreneur, vous envisagez de fermer un site, mais il pourrait être réadapté à un autre type de production. Eh bien, on va vous laisser le temps pour chercher un repreneur et on va vous accompagner au lieu de lever le bâton. Entre parenthèses, ce n'est pas le ministère qui a réglé le problème de Technicolor, Monsieur Germain. C'est l'agglomération d'Angers. En rachetant les machines en même temps que l'usine, parce qu'une usine sans machine, ça ne vaut plus rien. C'est ce que nous avions souhaité pour Technicolor Angers et que vous n'avez pas fait malgré toutes vos promesses durant la campagne présidentielle. Heureusement, les élus locaux s'en sont occupés. Mais c'est compliqué aujourd'hui de redémarrer un site quand il a été arrêté. Même les commandes d'État, vous n'arrivez pas à les activer pour donner du travail à des usines qui ont besoin d'un volume pour redémarrer. Technicolor, Angers, ils avaient besoin d'une commande d'Orange, ou quand même l'État a quand même quelques moyens de pression peut-être. Mais c'est compliqué aujourd'hui de redémarrer un site. Décidément, votre texte ne résoudra rien car aujourd'hui vous avez tous les leviers, tous les pouvoirs. En revanche, ce que vous n'avez pas, c'est la volonté politique, malgré ce que vous dites. Pourtant, vous ne ménagez pas votre peine en communication pour faire croire aux Français que vous l'avez, cette volonté. Parce qu'avec ce texte, la majorité socialiste veut faire croire que l'État a le pouvoir de stopper les plans sociaux. Ce faisant, il se trouve à la limite de l'économie administrée et remet en cause les principes de libre administration du chef d'entreprise. Par ailleurs, il touche profondément au droit de propriété strictement encadré et protégé par la Constitution. Ce texte concourt clairement à dessaisir l'entrepreneur de son outil de travail entendu au sens large, car vous ne lui demandez pas de céder seulement 4 murs, mais aussi sa méthode, sa technologie et son savoir-faire.
Je le répète encore à cette tribune, il faut une véritable révolution des mentalités chez les élus, chez le législateur, chez le fonctionnaire, à Matignon et à l'Élysée. Notre pays ne retrouvera pas sa compétitivité sans que l'on puisse travailler lorsqu'il faut travailler. Pour conclure, je reprendrai à nouveau le raisonnement qui introduisait mes propos. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, dites au président que pour préserver notre modèle de solidarité, il faut avant tout préserver la production de richesse en France, c'est-à-dire préserver le travail, faciliter la création de travail et non focaliser sur la conservation des emplois. Quand il y a du travail, il y a forcément des emplois. L'emploi, c'est la conséquence du travail et non l'inverse. On ne crée pas des emplois en se demandant ce qu'on va faire demain. Alors ayez le courage de regarder la vérité en face en portant un regard bienveillant sur tous ceux qui entreprennent à leur compte. Ce n'est pas votre proposition de loi reprise des sites rentables qui va rendre plus compétitives nos entreprises. Je dois vous concéder une chose. Le candidat Hollande avait promis de réenchanter le rêve. Eh bien, le président aujourd'hui tient ses promesses. Effectivement, les Français vont pouvoir continuer à rêver longtemps. Questionnez les artisans, les TPE, les PME, les agriculteurs, les professions libérales, tous ceux qui sont à leur compte. L'économie réelle, ce n'est pas du rêve. C'est même devenu pour eux un vrai cauchemar. Dans cette Assemblée, prenons le temps de réfléchir, prenons le temps de mettre les problèmes sur la table, plutôt que de voir les textes arriver les uns après les autres en urgence, en procédure accélérée, en session extraordinaire. Il faudra être en commission cet après-midi encore aussi, en même temps que je parle. Prenons le temps pour élaborer une stratégie d'une réelle économie de production, celle qui crée les richesses et nous permet de financer tout notre quotidien. Malheureusement, vous préférez occuper les médias et communiquer sur les perspectives d'économie réelle, malheureusement virtuelle. Ça pourrait faire illusion, mais en matière d'économie, le rêve et le virtuel, ce n'est pas notre choix. C'est pourquoi le groupe UMP votera cette motion de rejet. Merci, Monsieur Taugourdeau.